mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Vision 4 Télévision, très heureuse de vous retrouver dans le cadre du 10h Afrique de ce vendredi 17 septembre 2021 que nous ouvrons d'ailleurs avec le Tchad pour parler de ces indemnisations des victimes d'Hissène Habré. De ce côté, effectivement, depuis la condamnation en 2016 de l'ex-président tchadien Hissène Habré, l'Union africaine est chargée de mettre en place le fonds fiduciaire qui permettra de dédommager les 7400 victimes. Et c'est la raison pour laquelle une délégation de l'Union africaine est toute cette semaine en N'Djamena pour finaliser la mise en place de ce fonds fiduciaire. Au Gabon, on s'intéresse à ce décès de Casimir Oyemba, touché par le Covid-19. Il avait été hospitalisé à Libreville avant d'être évacué dans un état critique récemment en France à l'hôpital Paris-Saint-Joseph où il est mort hier 16 septembre 2021 à l'âge de 79 ans. On va rappeler que Casimir Oyemba avait été premier ministre du Gabon de 1990 à 1994. Et on va rester pour parler du Gabon, mais cette fois-ci en République centrafricaine, puisque de ce côté, 450 soldats du contingent casque bleu, du contingent gabonais, des casques bleus envoyés en Centrafrique, ont été tout simplement retirés de leur mission par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Ceci intervient après des accusations d'abus sexuels. L'annonce a été récemment faite par le ministre gabonais de la Défense. Les précisions de Sophie Kaljob. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas déraciné en notre sein tous ceux qui ont souillé le drapeau des Nations Unies. Départ précipité de ces 450 casques bleus de la République centrafricaine après des soupçons d'abus sexuels. Une annonce faite par la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, dans un communiqué rendu public. Nous allons combattre jusqu'au dernier d'entre vous. Parce que vous ne pouvez pas ternir le drapeau de votre pays, ternir votre matricule, parce que tout soldat, le général Keita me le dit à chaque fois, tout soldat a la fierté d'être soldat. Et enfin, ternir le bonnet que vous portez, le béret bleu que vous portez. Ce béret bleu, il est lourd. Déployé en République centrafricaine depuis avril 2014 pour tenter de mettre fin à la guerre civile de 2013. Selon des sources, les missions de maintien de la paix des Nations Unies ont plusieurs fois été impliquées dans les affaires d'abus sexuels dans le pays. En juin 2018, ce même contingent gabonais avait quitté la Centrafrique parce que mêlé à d'autres difficultés sur le terrain. Entre 2014 et 2015, le contingent était soupçonné d'abus sexuels, 160 cas de potentielles victimes examinés, mais les enquêtes n'ont pas abouti. Aujourd'hui, 822 accusations contre le personnel de MINUSCA. À Libreville, une enquête a été ouverte pour que lumière soit faite. Le gouvernement précise qu'aucune impunité ne sera tolérée si les faits sont avérés. Toujours en République centrafricaine, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale est en visite à Bangui, une visite de travail de Ousmane Diangana qui est venu réaffirmer l'engagement de son institution à soutenir les projets de développement dans le pays du professeur Faustin-Archange Touadéra. Une visite donc qui l'a conduit tour à tour auprès des ministres de l'économie, des finances également et du Premier ministre chef du gouvernement. Le point de cette visite nous est proposé par Christian Elundou à Bangui. Les retrouvailles entre Ousmane Diangana en visite de travail en terre centrafricaine et Henri-Marie Dondra ont permis aux deux personnalités d'évoquer des questions importantes qui concernent l'appui de la Banque mondiale aux multiples projets de développement en République centrafricaine. Il a aussi dessiné des perspectives de comment cette coopération peut et doit évoluer pour apporter sa contribution au mieux-être des populations centrafricaines. Nous avons fait le constat que c'est consistant, d'abord en termes de nombre de programmes, mais également en termes de volume de financement. Cette intense journée de travail a débuté par un échange avec le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération internationale Félix Moloy. Les deux hommes, entourés de leurs collaborateurs, ont évoqué les questions du capital humain, levier important sur lequel le pays doit s'appuyer pour son développement. Comme vous le savez, nous sommes en phase de démarrage
de la nouvelle stratégie de coopération pays avec la banque, avec des programmes extrêmement importants. Je passe par le capital humain, qui pour nous est fondamental pour préparer des compétences, pour parler des questions de l'éducation, de santé, pour parler des questions du secteur privé, de la numérisation. Pour nous, aujourd'hui, ce sont des questions d'actualité, c'est des piliers sur lesquels, des secteurs sur lesquels nous devons nous appuyer. Et nous avons échangé. Le représentant de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale a également marqué un arrêt au ministère des Finances et du Budget. Avec Hervé Ndoba, c'est la problématique de l'appui budgétaire qui était à l'ordre du jour. Le visiteur a tenu à rassurer le financier centrafricain de la poursuite de cet appui par son institution. La Banque mondiale a toujours été aux côtés de la République centrafricaine avec les différents instruments qui existent, y compris l'instrument d'appui budgétaire. Tout au début de la crise, de la pandémie, le premier pays qui a bénéficié des décaissements de notre institution au titre des appuis budgétaires est la Centrafrique. Donc nous sommes en discussion pour la préparation d'une autre opération. Des progrès sont faits, le travail continue et dès que l'accord sera total, évidemment nous irons de l'avant. Cette visite d'Ousmane Diangana va se poursuivre demain à la présidence de la République avec à la clé la probable signature d'accords pour d'importants projets à venir dans le domaine de l'énergie. 4 chefs d'État sur 8 de la région des Grands Lacs viennent de prendre part à Luanda au 3e sommet consacré à la situation politique, mais également sécuritaire en République centrafricaine. Le rapport sur la mise en œuvre des décisions du 2e mini-sommet présenté à cette occasion, ainsi que la feuille de route conjointe pour le retour définitif à la paix en Centrafrique. Regardons. Luanda, la capitale angolaise, a abrité ce jeudi 16 septembre 2021 le 3e mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs consacrée à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Avec le rebondissement de la crise, l'engagement du chef de l'État congolais dans le cadre du processus de réconciliation et la recherche d'une solution pacifique au conflit est d'un apport inexorable. Ce 3e mini-sommet placé sous l'égide du président angolais João Lourenço a eu 3 temps forts. Primo, l'intervention des chefs d'État, à savoir João Lourenço, Denis Sassou Nguesso, Faustin Archange Touadéra et celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Secondo, le huis clos des chefs d'État qui leur a permis de statuer sur le rapport sur la mise en œuvre des décisions du 2e mini-sommet du 20 avril 2021 et de suivre la présentation de la feuille de route conjointe pour la paix en RCA. Tertio, la lecture du communiqué final. Ce 3e round de la conférence internationale des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs devrait-il leur permettre de s'engager à poursuivre une mobilisation soutenue et coordonnée en vue de la recherche d'une solution pacifique à la crise centrafricaine sous l'égide de l'Union africaine conformément à l'accord du 17 juillet 2017 qui a mis sur pied l'initiative africaine ayant abouti à la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation le 6 février 2019 à Bangui. Merci à notre correspondant au Congo, Brazzaville, Claude Vulumbama. Autre chose dans cette édition d'information, en République démocratique du Congo, la question de l'indemnisation ou des indemnisations des personnes affectées par des projets miniers ou par ceux du secteur de l'énergie continue à se poser. Des paysans se voient expropriés de leur habitation et parfois de leurs moyens de subsistance par des entreprises étrangères sans aucun moyen de recours. C'est le cas de plus de 1000 personnes délocalisées de 3 villages dans la zone de construction de la centrale hydroélectrique de Buzanga à 5 km de Kolwezi dans la province du Lualaba. On ouvre la page de l'entretien dans cette édition d'information réunie hier à Accra. Nous sommes là au Ghana. Les chefs d'État de la CEDEAO ont été très fermes vis-à-vis des militaires au pouvoir au Mali, mais également en Guinée-Conakry. Dans leur communiqué final, ils exigent tout simplement le respect du calendrier politique par eux fixé dans ces 2 pays. Mais déjà, en Guinée, l'on condamne le ton, mais aussi la manière dont sont données des injonctions de l'Organisation
sous-régionale. C'est l'objet de notre entretien et pour cela, sur ce plateau, je vais recevoir notre consultant permanent, Mathieu Wamba, qui est déjà avec nous. Il est également le chef desk de l'information internationale à Vision 4 Télévision. Bonjour Mathieu et bienvenue. Bonjour Inès et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision africaine. Très heureuse de vous retrouver ce matin encore. Le plaisir est partagé, c'est toujours ça. Et on parle de cette situation qui se veut assez délicate pour les relations entre la CEDEAO et puis les pays comme la Guinée-Conakry, mais également le Mali. Dans ce communiqué final, qu'est-ce qui est inscrit ? Il faut dire que les chefs d'État réunis en sommet extraordinaire hier à Accra autour du président en exercice, Nana Akufo-Addo, ont eu la main lourde. Vraiment la main lourde parce que il y a d'abord cette raison première, celle de dire non au coup d'État dans la sous-région aujourd'hui qui est devenue un modèle sur le continent africain malheureusement, alors que cette sous-région, cette partie du continent était un peu vue comme le modèle, le levier de la démocratie ou alors de la démocratisation du continent africain. Et bien hier, ils ont décidé en 6 points de sanctionner ou alors ils ont lu un communiqué en 6 points dans ce communiqué où ils les mettaient leurs désirs mais aussi leurs injonctions, il faut le dire comme ça, il faut le prendre comme ça parce que du côté de Conakry et de Bamako, là, on a vu ces décisions-là en termes d'injonction. On parle par exemple de la restauration, de la restauration du maintien de la suspension de la Guinée, voilà, de toutes les instances de la CEDEAO. Puis bien évidemment, il faudrait que pour que cette Guinée retrouve ses droits au niveau de la CEDEAO, que la légalité constitutionnelle soit rétablie, oui. Voilà, qu'elle soit rétablie. Il parle également d'une transition dans ce pays. De façon unilatérale, les chefs d'État ont décidé d'une transition en Guinée qui durera 6 mois. C'est une exigence et c'est non négociable. Il y a également le gel de certains avoirs de certains militaires, leur interdiction de voyager avec les membres de leur famille, mais surtout la libération sans condition du président déchu Alpha Condé. Voilà. Et pour ce faire, le président Nana Akufo-Addo sera à Conakry samedi pour s'en assurer personnellement et remettre les conclusions de ces travaux-là des chefs d'État de la sous-région. Et idem pour le Mali. Je pense que pour le Mali, la grande innovation, c'est tout simplement aujourd'hui le refus de ces chefs d'État-là de voir les militaires de Wagner travailler aux côtés de la junte au pouvoir qui en a besoin, qui voudrait signer un partenariat avec Wagner avec le Mali pour 1000 mercenaires de Wagner, comme on les appelle. Et bien évidemment... Et on a aussi parlé de ces élections que le gouvernement de la transition ne gère pas ou ne regarde pas. Et on parle plutôt de la CEDEAO qui souhaiterait que des élections se tiennent d'ici fin février de l'année 2022. Et ça, c'est un élément important, même si les autorités de la transition, avec le nouveau Premier ministre Choguel Maïga, essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour que cette date soit respectée en février. Mais les chefs d'État ont également été, intransigeants là-dessus. Oui. Ils ne transigent pas avec cette date de février. Ils pensent tout simplement qu'il faudrait que les autorités des deux pays s'exécutent. Est-ce que Mathieu Wamba, ces décisions de la CEDEAO ont trouvé l'assentiment des autorités des pays concernés par ce communiqué final? C'est un secret de polichinelle. Vous savez déjà qu'avant même que cette CEDEAO ne se réunisse, déjà le peuple en Guinée est très remonté contre cette CEDEAO lorsqu'il y a eu cette révision de 3e mandat du président Alpha Condé. Et aujourd'hui, les injonctions qui sont faites aux militaires sont un peu un procès d'intention parce que jusqu'à présent, les militaires n'ont pas dévoilé leur agenda. Je pense que c'est à partir de l'agenda des militaires qu'il était question de pouvoir apporter ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent exiger à ces militaires. Idem pour le Mali. Le Mali aujourd'hui est dans une situation où le comité national de transition pense que février n'est pas tenable pour ces élections et le Premier ministre Choguel Maïga l'a dit. Ça veut dire que ces décisions de la CEDEAO sont mal prises du côté de la frontière Mali-Guinée. Et bien évidemment, on attend simplement voir la suite des événements. Merci à vous, Mathieu Wamba, d'avoir répondu à nos questions. On va vous souhaiter un excellent week-end et vous retrouver peut-être lundi si tout va bien. Madame, Monsieur, la suite du 10h Afrique est certainement la fin. C'est donc revivre ce sommet de la CEDEAO dont l'objectif était d'examiner le cheminement de la transition au Mali, mais également en Guinée-Conakry. Revivons cela avec Chimène Baliba. 11 jours après le renversement d'Alpha Condé, 8 chefs d'État de la CEDEAO et des représentants de gouvernement se sont réunis pour la seconde fois afin d'explorer des voies de sortie de crise.
Des discussions approfondies qui reviennent sur les sanctions en cours, dont la suspension du pays de l'organisation ouest-africaine. Après l'envoi d'une mission à Conakry afin de peser la situation sur le terrain, les dirigeants doivent plancher et s'accorder sur le sort du président Alpha Condé. Si le climat est plutôt calme dans l'ensemble des régions, c'est la confusion sur l'organigramme de la transition. L'on reste incertain sur la durée, voire les différentes composantes des instances dirigeantes. À Conakry, le Palais du Peuple est depuis mardi le siège des concertations nationales avec toutes les forces vives de la nation, à l'initiative du colonel Mamadi Doumbouya. L'actuel homme fort du pays s'est entretenu avec des hommes politiques, membres de la société civile et acteurs de la diaspora. Ce jeudi était consacré à des échanges de haut niveau avec des sociétés minières. Une quinzaine de directeurs généraux étaient présents à ces assises. À l'heure où le pays envisage un décollage sur le plan minier, l'actuel homme fort du pays a instruit la réouverture de certaines frontières terrestres. À coup sûr, il devra réexaminer les contrats avec les industriels. Devra-t-il garantir plus d'avantages aux exploitants ou alors annoncer des restrictions? Réponse très attendue par le peuple guinéen qui pointe déjà du doigt un libre cours dans l'activité minière. Merci à vous, Chimène Baliba. Et c'est d'ailleurs avec votre élément que nous allons refermer le 10h Afrique de ce vendredi, également de cette semaine. Merci, madame, monsieur, de nous avoir regardé. À 10h30, les dinosaures de l'information occupent votre espace avec le programme Tour d'Horizon. À 12h, retrouvez notre page consacrée à l'information nationale et à l'international. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, restez connectés. Vision 4, naturellement.